Voilà, alors bienvenue tout le monde au Bain des Paquis, bienvenue dans le cadre du festival Histoire et Cité. Festival dans lequel nous avons le grand plaisir d'accueillir Igor Chimek et Jehan Zouyen aujourd'hui. Vous le savez peut-être, le festival Histoire et Cité porte sur la rue. Et donc c'est à cette occasion que nous allons parler principalement de Griselidis Réal, de ses œuvres, notamment de ses écrits, mais de ses œuvres plus généralement, de ses combats, de son militantisme, et puis peut-être en lien aussi plus ou moins direct avec les questions de prostitution. Alors on va commencer comme toujours. Est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter, dire qui vous êtes je sais pas, on commence par toi, Jehan. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'être là un dimanche matin gris. Merci au festival et au Bain des Paquis, bien sûr. C'est un plaisir d'être dans ce lieu tellement chaleureux. Donc, je m'appelle Jehan Zouyen, je travaille pour l'association Aspasie qui soutient et défend les travailleurs-travailleuses du sexe à Genève et plus particulièrement pour le Centre de documentation internationale sur la prostitution, le Centre Griselidis Réal, qui est à 2 pas d'ici et qui a une bibliothèque spécialisée, des archives spécialisées sur le travail sexuel. On en parlera peut-être. Et à la base, j'ai une formation d'historienne de l'art et je suis arrivée au travail de Griselidis par ses œuvres de peintre, ses œuvres plastiques. Merci. Igor. Alors bonjour, comme Jehan a fait déjà tous les remerciements, je n'ai pas besoin de les refaire. Merci, c'est cool. Alors je m'appelle Igor, je suis le fils aîné de Griselidis, je suis donc au sens propre du terme un fils de pute. Et j'ai fini par devenir très très fier, non seulement de ma mère et de tout ce qu'elle a dit et fait, mais aussi de cette position sociale. Et c'est à ce titre que j'imagine je suis invité ici pour raconter un peu ce que j'ai à dire sur ma mère, sur sa vie, peut-être sur ses liens avec la philosophie ou certains concepts philosophiques, vu que je suis un passionné de philosophie. Et sinon, je suis à la retraite, j'ai été travailleur social pendant 25 ans. En Valais, j'habite en Valais, j'ai chopé l'accent d'ailleurs, ça fait 30 ans que j'y habite. Et un jour, j'ai dit à Griselidis, voilà, je suis devenu le premier travailleur de rue du Valais. Elle m'a dit, ah, tu travailles dans la rue comme moi. J'ai dit oui, mais je n'utilise pas les mêmes outils. Enfin, on a eu une complicité jusqu'à sa mort. Et juste avant qu'elle meure, je fais encore une petite anecdote. Oui, mais vas-y. J'y ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse après ton décès? Elle m'a dit, ah, c'est bien que tu me poses la question parce que j'ai toujours dit que je voulais être incinéré, mais en fait, j'ai changé d'idée depuis quelque temps. J'aimerais être enterré au cimetière des rois. Je dis, c'est quoi ça, le cimetière des rois? Oui, c'est un endroit à Genève où on met les personnages importants. J'ai dit, t'as fumé quelque chose? Ça va pas? Elle me dit, non, c'est pas ce que tu crois. C'est parce qu'il faut que sur ma tombe, ça soit marqué Griselidis Réal, écrivain, peintre et prostituée. Comme ça, je continuerai à militer jusqu'à la fin des temps. Alors, ça a été une longue bataille avec la ville de Genève. Et finalement, grâce notamment à Aspasie et à Patrice Munier, on a réussi à ce que Griselidis soit enterré au cimetière des rois et qu'on puisse mettre sur sa tombe une stèle qui, d'une certaine manière, représente le corps féminin dans sa dignité et dans sa beauté. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Donc tout au fil du Café Film, comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, des réactions, maintenant ou plus tard. À vous deux, on a commencé, en effet, tu as commencé, Igor, à parler un petit peu de la vie, très brièvement, de Griselidis et de son combat, en tout cas entre les lignes. Pour des personnes qui ne connaissent rien ou pas grand-chose de Griselidis et de sa vie et de ses combats, est-ce que vous pourriez peut-être, l'un ou l'autre, à vous de voir, parler un petit peu de qui elle était, de ce qu'elle a fait, de quelques-unes de ses idées? On va y revenir de toute façon au fur et à mesure avec des questions plus ciblées. Si tu es d'accord, Jehan, moi je peux donner pas mal d'infos, d'éclairage sur sa vie en tant que personne, puis toi sur son militantisme. Griselidis Réal est né en 1929 d'un milieu bourgeois intellectuel. Son père et sa mère étaient licenciés en lettres de l'université de Genève. Et donc, son père est mort quand elle avait 8 ans. Je pense que c'était un traumatisme qui a déterminé une grande partie de sa trajectoire et de son destin.
Et puis sa mère s'est repliée, recroquevillée sur elle-même, et puis elle a voulu éduquer ses 3 filles. Griselidis était l'aînée de 3 petites sœurs, dans une forme de suicitude très bien pensante et très propre et très moralement irréprochable. Et puis, comme souvent, ça a eu l'effet exactement inverse. Donc, Griselidis, dès qu'elle a pu, elle s'est révoltée contre ce qu'elle avait eu comme enfance et comme adolescence. Et puis, elle a voulu devenir artiste et libre et faire la vie qu'elle voulait. Et puis, elle a été toute sa vie très en bataille contre une certaine morale judéo-chrétienne qui, comme elle disait, a tendance à castrer l'être humain et puis à enfermer les gens dans des notions de culpabilité et de péché. Et puis le sexe est venu dans sa vie d'abord d'une manière très compliquée parce qu'elle était complètement frigide et coincée. Elle n'avait pas eu d'éducation sexuelle. Sa mère avait eu des gestes intrusifs envers ses filles pour vérifier qu'elles étaient propres entre les jambes, enfin des choses comme ça. Donc, si vous voulez, pour pas faire trop long, à un moment donné, sa trajectoire, elle s'est mariée avec mon père. Elle était encore une jeune fille suisse qui essayait d'être bien comme il faut. Et puis, vu que ça n'a pas bien marché entre eux, à un moment donné, ils se sont séparés. Puis là, elle est venue vivre à Genève dans des milieux d'artistes et de bohèmes. Et puis, à partir de là, elle est devenue le personnage qu'on connaît mieux. Et tombée amoureuse d'un noir américain qui faisait des études de médecine en Allemagne, mais qui était schizophrène, qui était hospitalisé ici à Bellidée. Quand elle a réussi à le faire sortir de l'hôpital psychiatrique, et puis elle est partie avec lui parce qu'il voulait retourner en Allemagne, soi-disant pour finir ses études. Elle a trouvé de mieux que d'embarquer ma sœur et mon frère avec, qui étaient tout petits. Donc ça a fait l'objet de son premier roman autobiographique qui s'appelle « Le noir est une couleur ». Et puis c'est là qu'à un moment donné, désespérée, avec un amant qui prenait plus ses pilules et puis qui lui tapait dessus, qui lui donnait plus d'argent, elle lui a dit « Mais moi, j'ai pas d'argent, mes enfants meurent de faim. » Il lui a dit « T'as qu'à te prostituer parce que t'es belle et puis tu verras, ça va marcher. Il y a tous mes copains GI noirs stationnés en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. » Donc, elle a fait une première expérience de prostitution au début des années 60. Elle trouvait que c'était très pénible et très désagréable, mais bon, elle n'avait pas d'autre choix. Jusqu'au jour où elle rencontre un soldat noir américain dont elle tombe amoureuse, s'appelait Rodwell, qui à un moment donné lui dit « Tu devrais vendre de la bœuf parce que c'est moins pénible. » Et puis tous mes collègues GI sont très demandeurs. Donc elle monte une expédition au Maroc avec 2 potes. Elle revient, elle vend de la bœuf. Du coup, elle a moins besoin de se prostituer, mais elle se fait balancer aux flics. Et pour 3 grammes, elle prend 1 année ferme. Donc, elle fait 7 mois avant d'être libérée pour bonne conduite. Et en prison, elle devient écrivain parce que pour pas devenir folle, elle se met à écrire son journal. Et du coup, Yves Pagès, qui est responsable des éditions Verticales à Paris, m'a dit un jour, c'est fascinant, quand on lit le journal de prison de Griselidis, on voit la naissance d'un écrivain. Je pourrais en parler pendant des heures et des jours, donc peut-être que je vais m'arrêter là pour le moment, puis après on peut toujours y revenir. On va y revenir, en effet. Je ne sais pas si tu veux prolonger ce début de... Peut-être je fais la suite de l'histoire, on fait comme une série comme ça, l'épisode 2. Donc quand elle revient, du coup, après 7 mois d'emprisonnement à Munich, elle revient en Suisse avec l'interdiction de mettre les pieds sur le territoire allemand, ce qu'elle ne va pas suivre. Je vous raconte déjà la suite. Et du coup, elle revient sans argent, avec ses années à combler et plein de problèmes juridiques. Donc, elle va recommencer à se prostituer à ce moment-là, aussi de manière douloureuse. Enfin, c'est vraiment une période qui n'est pas simple pour elle. Et puis, elle va essayer de vendre ses tableaux parce qu'elle a fait une école d'art, la Kunstgewerbeschule à Zurich, l'école des arts appliqués. Et elle va vraiment essayer avec beaucoup de force de vendre les œuvres qu'elle a faites en prison. Elle a fait une 20aine de poèmes, 23 dessins, mais sans succès ou avec peu de succès. Et puis, elle va commencer à écrire ce qu'elle a vécu en Allemagne,
sous un nom qui s'appelle Chair vive, un manuscrit qui deviendra Le noir est une couleur. Et elle va être sélectionnée pour le prix Georges Nicole, qu'elle ne va pas gagner, mais ça va lui faire une pub incroyable. Enfin, on dit souvent que voilà, elle était un écrivain roman avant d'avoir publié un livre. Enfin, elle est vraiment très connue à ce moment-là. Et elle va avoir une bourse de Pro Helvetia pour écrire son livre et sortir de la prostitution. Voilà, là on est dans le début des années 70, elle part vivre à Paris et là elle tombe sur la révolution des prostituées. Donc en 1975, beaucoup de prostituées de France occupent des églises. Ça commence à Lyon et le mouvement devient national pour en fait vraiment militer contre leurs conditions de travail et les violences policières. Donc il faut imaginer que c'est voilà, des sièges dans des églises pendant des jours. Et Griselidis Réal va se retrouver dans ce mouvement et elle va dire qu'une fois qu'elle est entrée dans l'église, elle n'a plus jamais quitté la lutte. Donc elle décide de revenir à Genève, de recommencer le travail du sexe, et cette fois de manière vraiment complètement choisie. Et elle va vraiment se lancer entièrement dans la lutte. Et ça va prendre tout son temps. Donc là, on a un tournant complet où elle va arrêter de peindre, elle va très peu écrire, sauf des lettres. On y reviendra. Et elle va passer son temps à documenter, à faire des photocopies et à créer son centre de documentation en se rendant compte que l'important, c'est vraiment de pouvoir dégonfler les imaginaires et de donner des exemples concrets de ce qu'elle vit et de son choix et de son autonomie personnelle. Super. Il y a quelques phrases célèbres de Griselidis parce qu'elle avait un sens de la formule. Elle a été reconnue à la fois, il faut le dire, comme peintre, comme écrivain et maintenant comme poète. Donc c'est vraiment un personnage multifacette avec des qualités humaines hors du commun, un destin invraisemblable. Je pourrais vous raconter des anecdotes sans fin. On va essayer de rester un peu concentré sur le thème philosophique. Donc, il y a une phrase célèbre de Griselidis et j'ai trouvé deux versions. Il y a une version où elle a dit « La prostitution est un art, un humanisme et une science ». Et puis j'ai trouvé une autre version « La prostitution est une philosophie, un art et une science à condition d'être pratiquée volontairement et dans de bonnes conditions ». Ça, c'est une des phrases cultes. Puis il y en a une autre que j'aime beaucoup où elle a dit « Que vaut-il mieux prostituer, son cul ou bien son âme ?» Réponse, son cul bien sûr. C'est plus pénible physiquement, mais c'est plus propre. Et le concept d'âme en philosophie, je ne sais pas si on va avoir le temps d'élaborer beaucoup là-dessus, mais enfin, on pourrait en dire des vertes et des pas mûres. Alors, dans un autre registre, Griselidis, dans son militantisme, comme tu l'as dit, en fait, elle arrête de peindre parce que de toute façon, sa peinture ne se vendait pas bien. Après la douloureuse écriture de son premier livre, ça fait un monstre flop, donc ça ne se vend pas du tout. Elle est très déçue et fâchée. Donc finalement, elle recentre toute son énergie sur le militantisme, sur l'activisme, sur une lutte qu'elle entrevoit qui va à la fois lui permettre de construire une stature publique et une structure intérieure qui fait qu'elle est aujourd'hui encore connue et qu'on en parle à travers la planète. C'est vraiment un destin qui s'est noué à ce moment-là. Et puis, elle défend aussi une forme de féminisme, une forme de sororité qui a été très mal comprise au début des années 70. Je pense que je peux le dire, bien que je sois un mec, donc c'est toujours un peu délicat de parler de féminisme quand on est un homme, mais je prends le risque. Ça a été mal compris par les féministes de l'époque. Par exemple, moi je suis devenu très ami avec une dame qui s'appelait Carole Roussopoulos et qui est venue finir sa vie en Valais où j'habite et qui un jour... on était devenus amis parce moi j'étais travailleur social, donc on était dans un combat autour des violences sexuelles, de l'inceste, de la pédophilie et des abus envers les enfants et les personnes fragilisées. Et un jour, il y a la première Gay Pride en Valais. Et Carole Roussopoulos me dit « Tu viens à la Gay Pride ?» Je dis « Bien sûr, j'étais devenu le premier travailleur social de rue de la ville de Sion, je n'allais pas rater ça. » Et puis, ils organisent un débat sur les minorités, et puis ils invitent Griselidis, qui me dit « Ah, il faut que je vienne en Valais, tu peux m'aider, je vais venir avec mes 2 petits chiens, parce que je ne peux pas les laisser à Genève. » Donc, je suis allé accueillir ma mère au train avec ses 2 petits chiens dans une espèce de petite cage à chiens.
Et puis je dis à Carole, il faut que j'aille chercher ma mère à la gare, elle vient participer au débat des minorités. Puis Carole me dit, c'est qui ta mère? Ah oui, en fait, je t'ai jamais dit, parce que ça n'a pas toujours été facile quand même de porter l'étiquette fils de pute. Maintenant, ça va bien, mais à une époque, c'était un peu compliqué pour moi. Donc j'ai dit, en fait, ma mère, c'est Griselidis Réal. Et là, j'ai cru que Carole Roussopoulos faisait un arrêt cardiaque. Quoi? T'es le fils de Griselidis? Si tu savais comme il nous a fait chier à Paris à l'époque où on a créé Viol Secours. Bon, d'accord. Alors, on a eu des discussions avec Carole qui n'étaient pas toujours simples autour de est-ce que quelqu'un comme Griselidis est féministe ou pas? Et là, je te repasse la parole. On se fait des pièges comme ça? Ok. Non, je plaisante. Alors bon, il faut savoir que la question du travail du sexe divise les féministes dès le tout début. Carole Roussopoulos a en l'occurrence filmé Les prostituées de Lyon. C'est un des rares films qu'on a de ce siège, qui est vraiment un superbe film où elle prend le temps d'écouter la parole. Donc c'est aussi une personne qui est très intéressée par la question. Et on peut le voir aussi dans un film où Kate Millett, une écrivain aussi très militante américaine, Monique Wittig et Christine Delphi discutent donc au début du MLF, du mouvement de libération des femmes, sur la question du travail du sexe. Mais ces occupations dans les églises, ça a vraiment rassemblé toutes les féministes à un moment autour de ces questions. Et ensuite, il y a eu divers vagues et aussi divers courants. Et ça dépend bien sûr aussi du système en place, du système légal en place. Et donc, selon les pays, il y a différents systèmes qui vont de la prostitution est complètement interdite à un système qu'on appelle plutôt abolitionniste. Donc là, c'est plutôt soit les clients qui sont pénalisés, soit les parties tierces, par exemple les personnes qui mettent des annonces, les personnes qui font la publicité, qui tiendraient des salons, par exemple. Donc ce système-là, on l'appelle abolitionniste. En Suisse, on est dans un système qu'on appelle réglementariste. Ça veut dire que la prostitution est légale depuis 1942. Parce que c'est un service économique, c'est un libre-échange économique, donc entre deux adultes consentants, bien sûr. Mais il y a un certain nombre de règles très, très spécifiques pour exercer cette profession, donc elle n'est pas considérée comme les autres professions. Et le dernier système, c'est la décriminalisation, qui est par exemple le cas en Nouvelle-Zélande, où là, c'est comme n'importe quel job, à part, évidemment, si on est consentant et adulte aussi. Et dans ce cas-là, les gens peuvent l'exercer. Donc selon aussi les schémas légaux dans lesquels on vit, les avis sont évidemment très très différents et très partagés sur cette question. J'ai trouvé une citation. Non, vas-y, tant que vous allez, moi j'ai pas besoin de poser des questions. Okay. J'ai trouvé une citation de Griselidis en faisant mes devoirs à la maison pour aujourd'hui, qui dit « En tant que femme, je veux témoigner de la fonction et de la passion des femmes avec le plus de sincérité et de puissance possible. » Et je pense qu'une des qualités qu'on peut trouver dans un personnage comme Griselidis, c'est une passion pour l'authenticité, pour la sincérité. Elle a toute sa vie répété qu'il ne fallait pas dire des mensonges, qu'il ne fallait pas dire des conneries, il fallait être le plus vrai et le plus authentique possible. Et c'est pour ça qu'elle a été une des premières et une des rares travailleuses du sexe à militer sous son vrai nom, à visage découvert, dans tous les médias de la planète, en disant, voilà, moi je suis prostituée, et si ça vous pose un problème, c'est vous qui avez un problème, moi j'assume à 100%. Et du coup, quand on a enterré Griselidis pour la deuxième fois, ce qui est très griselidien, quand il faut enterrer quelqu'un 2 fois, puisqu'elle n'a pas pu être enterrée au cimetière des Rois la première fois, donc on l'a mise au Petit Saconnet. Ça a été une très belle journée, très intense, des beaux moments. Et puis Patrice Munier nous a dit, moi je ne lâche pas l'affaire, dans 4 ans ça va être revoté parce qu'il y aura eu des modifications dans le conseil administratif de la ville de Genève. Et donc en 2009, 4 ans après le premier enterrement, ça repasse en votation au conseil administratif et c'est accepté à une voix près, la voix de Patrice Munier, maire de Genève, qui avait la voix prépondérante qui pouvait faire basculer d'un côté ou de l'autre. Donc on déterre Griselidis, on l'enterre une deuxième fois. Moi je suis là au bord de la tombe et je regarde les gens et je dis, qu'est-ce qu'on dit quand on enterre sa mère pour la deuxième fois? Je ne peux pas redire la même chose que j'ai dit la première fois. Je ne sais pas quoi dire. Donc c'est un grand jour pour les femmes. Voilà. Et après, avant la mise en terre, il y avait une petite cérémonie à la chapelle du cimetière des Rois.
Et là, j'avais aussi fait mes devoirs à la maison et j'avais trouvé une citation dans un petit livre paru chez Gallimard qui s'appelle 14 femmes, qui est un livre féministe écrit sur des femmes. Et il y a un portrait de Griselidis parmi ces 14 personnes. Et dans ce portrait de Griselidis, j'ai trouvé ceci écrit par une femme d'origine, j'imagine, nord-africaine ou proche-orientale, qui s'appelle Yamina Ben Ahmed Dao, que je ne sais même pas qui c'est, mais bon, on s'en fout, et qui écrit « Or, ce n'est pas en réprimant la prostitution que les femmes ne seront plus des victimes. Ce n'est pas en sacralisant leur corps que l'on promouvra l'égalité des sexes. La loi favorisera les femmes quand elle leur accordera le droit à disposer librement de leur corps. Les esprits nuisibles disent que Griselidis Real est une exception qui n'ouvre pas d'horizon. Il vaudrait mieux penser qu'une seule existence humaine est déjà une preuve universelle. » Et ça, moi, ça m'a bien fait tilt. Magnifique. On va revenir un petit peu plus tard sur ces questions, en effet, questions de féminisme, sur les différents combats de Griselidis et son militantisme. Peut-être juste avant, je voulais faire un petit crochet, pas des moindres, directement en lien avec ses œuvres. Je ne sais pas si, Jeanne, tu peux nous dire un petit peu plus. On a parlé de son côté poète, de son côté écrivaine, de son côté peintre. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus alors, sans vraiment, en lisant les textes, en tout cas pas tous les textes, mais voilà, dans les grandes lignes. Sur ses écrits ? Là où, comme tu veux, sur ses écrits, sa poésie, sur ses œuvres de manière générale, ce qui te semble le plus pertinent comme point de départ. Parfait. Alors, je ne vais pas contredire Yves Paget sur la naissance de l'écrivaine, mais c'est vrai qu'elle écrit depuis l'adolescence des poèmes. Son premier poème dans Chair vive, donc le recueil de poèmes qui a repris le nom du manuscrit, si vous m'avez suivi, qui a été publié il y a 2 ans. Le premier poème date de ses 14 ans, je crois. 13 ans, qui est un sublime poème sur le cycle de la vie des femmes. Et donc elle a vraiment toujours écrit, et la parole et le verbe, c'est vraiment quelque chose de très très important, de manière cathartique aussi, mais également pour transmettre ses combats. Je pense que ça, c'est une chose vraiment importante. Par contre, ses dessins, ça va vraiment, comme je l'ai dit, elle a arrêté de peindre à partir du moment où elle commence le militantisme. Et là, on est dans un tout autre registre. Il y a un seul dessin qui s'appelle le trottoir. Sinon, tout le reste, c'est vraiment plutôt des créatures fantasmées, un imaginaire qui est totalement autre. Tu souhaites ajouter quelque chose ? Si on élabore un peu plus sur l'écriture de Griselidis, elle a eu beaucoup de peine à pondre ce roman autobiographique qui est en fait plus une autobiographie qu'un roman, qui s'appelle Le Noir est une couleur. Puis comme ça s'est pas bien vendu, et puis qu'elle avait quand même son petit caractère, si c'est le moins qu'on puisse dire, à partir de là, elle s'est un peu énervée en disant pourquoi je mettrais de l'énergie à essayer d'écrire des bouquins si de toute façon ça marche pas. Et puis elle écrivait des poèmes, mais ça a été par phases. Il y avait des phases dans sa vie où elle écrivait plus rien pendant plus de 10 ans, puis tout à coup ça revenait. Et en fait, on peut voir que le fait d'écrire chez Griselidis, c'est à la fois une question de survie, c'est en prison pour pas devenir cinglé, c'est à la fin de sa vie quand elle sait qu'elle a un cancer et puis qu'elle va en mourir, elle se remet à écrire des poèmes, et puis elle utilise l'écriture comme une arme, comme une planche de salut. J'ai trouvé une fois une citation de Leonard Cohen aussi, qui était aussi un grand écrivain, un grand amoureux du verbe et de l'écrit, qui dit que pour lui, écrire, ça a été comme la planche à laquelle le noyé s'accroche pour pas couler. Donc, il y a ça chez Griselidis. Il y a le fait que, en écrivant des lettres à des gens, elle essayait toujours de convaincre la terre entière de la justesse de son combat, du fait qu'il fallait que la pensée collective évolue sur un certain nombre de questions. Et notamment la question de la libération sexuelle, de la liberté sexuelle, du libre usage de son corps, de sa sexualité, de mettre en critique les notions de péché et de culpabilité. Et puis, à un moment donné, je vais peut-être finir là-dessus, sur le fait que sur sa tombe au cimetière des Rois, c'est pas marqué poète. Parce que quand elle est décédée, dans son appartement, ses peintures étaient
foutu en vrac dans la poussière dans un coin de l'appartement. Moi, ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit, on dirait qu'elle méprisait presque sa peinture, que c'était devenu quelque chose qui était plus digne d'être vraiment bien conservé. Et puis en fait, ces poèmes avaient jamais été publiés en intégralité jusqu'à il y a quelques années, quand Nancy Houston, romancière à succès, s'est tout à coup entichée du personnage de Griselidis. J'ai reçu des mails d'une personne qui faisait l'intermédiaire entre Madame Houston et moi, qui disait Nancy Houston a des questions sur des poèmes. Puis moi, je bosse pour ma mère gratis prodéo depuis 18 ans. Je le fais volontiers parce que ça me fait rencontrer plein de gens super et puis que c'est quand même toujours une belle aventure. Donc là, tout à coup, je me dis, bon, ben, si Nancy Houston, elle veut des questions sur des poèmes, moi, je veux pas bosser des heures et des heures comme ça. J'ai 40 poèmes dans mon ordinateur parce que je suis aussi un peu l'archiviste privé et familial de Griselidis. J'envoie tout ce que j'ai, puis elles ont qu'à se démerder. Donc, Nancy Houston reçoit 40 poèmes, et elle dit, mais c'est génial, il faut publier l'intégralité. Et c'est comme ça qu'on en arrive à décrocher les éditions Segers, et que Nancy Houston écrit un petit livre qui s'est d'ailleurs pas super bien vendu, parce que le thème prostitution continue à déranger. Donc, Nancy Houston, qui quand elle écrit un bouquin a l'habitude d'avoir des chiffres de vente à plusieurs zéros, bah, tout à coup, elle me dit ouais, je suis surprise, ma reine du réel, ma lettre ouverte à Griselidis, ça s'est pas si bien vendu que ça. Je dis, moi, ça m'étonne pas, j'ai l'habitude maintenant. Donc voilà, il y a ce côté d'utilisation de l'écriture. Il ne faudrait pas passer sous silence le rôle important de Jean-Luc Hennig dans la vie de Griselidis Réal, puisque Jean-Luc Hennig est donc un journaliste homosexuel qui était à Libération, qui est un peu une star dans les années 70 à Paris. Puis à un moment donné, il se retrouve en Suisse pour animer la ligne de cœur à la radio. Et puis, il avait connu Griselidis parce qu'il cherchait à faire un bouquin sur les garçons de passe à Paris. Et il n'arrivait pas à trouver des témoins, des travailleurs du sexe qui seraient d'accord de témoigner. Et puis, Griselidis était quand même souvent à Paris dans les années 70. Donc, quelqu'un lui dit, demande à Madame Réal, peut-être qu'elle peut t'aider à trouver des témoins. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'est comme ça qu'il a eu la connaissance de ce qu'on appelle le petit carnet noir de Griselidis. Et qu'il lui a dit, mais c'est un ovni... absolu, ce carnet noir, il faut publier ça. Donc il a convaincu Jacques Valette, qui avait un journal anarchiste qui s'appelait Le Fou Parle, de faire la première publication du petit carnet noir. Pour les personnes qui savent ce que c'est, j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est génial, c'est un truc de dingue. Et du coup, il se crée entre Jean-Luc Hennig et Griselidis un lien à la fois intellectuel, militant, écrivain, littéraire, qui fait que elle tombe amoureuse de lui, mais comme il est homosexuel pur et dur, elle lui fait comprendre qu'elle a aucune chance. Donc elle sublime cet amour dans une espèce de relation épistolaire avec lui qui va finir par donner 2 livres de lettres qui sont La passe imaginaire et les Sphinx, et qui sont des pépites et qui permettent de suivre la trajectoire de Griselidis à travers les lettres qu'elle écrit à Jean-Luc Hennig, qui ne lui répond jamais, en parti pris depuis le début, en lui disant « Écrivez-moi, je ne vous répondrai pas, mais je vous aiderai à rebondir chaque fois parce que dans votre écriture, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et puis, si vous n'arrivez plus à écrire des romans ou des textes rédigés, à travers les lettres que vous allez m'envoyer, vous allez pouvoir faire passer tout ce que vous avez à faire passer. » Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je veux bien. Merci. Je pense que, peut-être juste une précision, il y a une dizaine de livres de Griselidis Réal et il y en a seulement 3 qui ont été publiés de son vivant. Donc ça va aussi avec cette idée de, comme tu disais, de la difficulté de faire publier des livres sur la prostitution. Tu as dit que tu as parlé du carnet noir en disant pour ceux et celles qui savent ce que c'est, on va pas revenir. Je pense que ça vaut la peine de revenir sur ce que c'est quand même. Donc en 79, Griselidis publie son aide-mémoire, donc un carnet où elle a référencé tout le nom de ses clients. Donc on a le prénom de la personne, la première lettre de son nom de famille et ensuite la passe. Donc on va avoir de manière... c'est vraiment son aide-mémoire, donc de manière très crue, encule, baise, doigt dans le cul, 80 francs par exemple. Et puis on a une liste comme ça de dizaines de personnes.
Pourquoi elle fait ça? Encore une fois, dans cette idée de vraiment parler de manière concrète des choses, de réaliser ce qu'elle fait, qu'elle a une expertise, qu'elle est une professionnelle, que voilà, quel geste elle fait et pas toujours imaginer des choses, et aussi pour quel tarif. Il y a beaucoup de stéréotypes sur le fait des fois que les travailleuses du sexe gagnent très très bien leur vie. Ben voilà, elle dit, moi je prends ça pour ce travail-là. Évidemment, ça a des retombées énormes, même si c'est dans un journal surréaliste où on penserait que, voilà, que c'est pas forcément extrêmement lu, mais ça va lui valoir beaucoup de critiques de la part de ses clients, de la part de certaines personnes qui reconnaissent ses clients. Donc elle va avoir des moments très conflictuels dans la rue avec des personnes qui reconnaissent ses clients, mais aussi de la part de ses collègues qui sont très fâchés qu'elle ait parlé des prix, qui est quand même une chose extrêmement taboue, parce que du coup, voilà, plein de gens savent à quel est le prix d'une passe et quels sont les prix de Griselidis réels, qui ne sont pas forcément les prix pratiqués par toutes les travailleuses du sexe, puisque voilà, elle faisait aussi des prix spéciaux pour des personnes plus précaires. Voilà, mais ça, c'est vraiment un geste militant très important, et peut-être qu'on parlera un peu des stratégies de lutte, mais il y a toute une liste de choses qu'elle fait. Le fait de vouloir inscrire son métier sur sa tombe, d'entrer dans l'institution, c'est quelque chose de très, très important pour elle. Évidemment, parler à visage découvert, ça demande beaucoup de courage, mais c'est aussi un privilège que pas du tout le monde a. Et à partir du moment où elle sort de l'ombre, elle décide de vraiment utiliser ça et de faire écrire cette profession sur ses papiers d'identité. Elle souhaite aller à l'université, donner des cours. Enfin, elle essaye vraiment d'entrer dans les espaces institutionnels. Et ça, c'est vraiment une manière de faire son combat qui est très forte chez elle. Merci. Tu as donc parlé justement de la réception de ces œuvres. Comment c'est un petit peu, voilà, comment est-ce que le public, ou en tout cas les cercles proches ont vécu l'exposition de ces œuvres. Si on desserre un tout petit peu la focale et puis on parle de réception de manière générale, en fait, dans quelle mesure est-ce que ces œuvres écrites ou ces tableaux ont permis de transformer notre compréhension de ces expériences, somme toute, qui restent marginales? Dans quelle mesure est-ce que ça a contribué à changer la perception que l'on a des travailleuses et peut-être aussi des travailleurs du sexe? Voilà. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a eu un impact direct sur comment on voit différemment, peut-être, même si c'est difficile à mesurer, j'imagine, différemment ce milieu? Je peux dire 2-3 trucs, puis tu pourras compléter ou rebondir. Alors, je vais partir sur un thème philosophique qui est le thème de la dignité humaine. Et Griselidis et moi, on s'est bagarré longtemps parce que les Nations Unies avaient sorti un texte qui disait que la prostitution était contraire à la dignité humaine. Griselidis, ça la rendait folle de rage. Et puis moi, j'étais travailleur social et je travaillais beaucoup avec des gens dans la fragilité, dans la précarité, dans l'exclusion sociale. Et donc, je réfléchissais énormément sur qu'est-ce que c'est que l'estime de soi chez un être humain. Et du coup aussi la question de la dignité. Je lisais un peu Kant avec sa définition de la dignité ontologique de l'être humain. Un être humain est digne par nature, par essence. C'est pour ça qu'on ne peut pas couper des corps humains en morceaux et puis les vendre en boucherie en disant acheter du filet d'être humain. Et du coup, moi je disais à Griselidis, est-ce que vraiment un être humain peut se prostituer sans que ça porte atteinte à son estime de soi? Elle devenait verte de rage. Pour finir, j'ai dit, bon, on ferait peut-être mieux de parler d'autre chose parce que sinon on passe des mauvaises soirées. Donc d'entente, nous avons décidé de ne plus aborder le sujet de est-ce que le fait de se prostituer, c'est contraire ou pas à l'estime de soi, à la dignité de l'être humain. Et c'est qu'après son décès, que Sonia de Bruxelles, qui est la Griselidis belge, une femme absolument extraordinaire, m'a dit « Igor, je vais t'aider à comprendre quelque chose et tu vas peut-être pouvoir dépasser ce blocage que tu fais. » C'est que le travail du sexe, c'est en fait une activité assez particulière et pas tout le monde est fait pour exercer cette activité. C'est comme mineur de fond, croque-mort ou tueur aux abattoirs. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Donc les gens qui se lancent dans le travail du sexe puis qui ne sont pas faits pour ça, ben, ils ne vont pas le vivre très bien. Effectivement, au niveau de leur estime de soi, ça va avoir un impact plutôt compliqué. Mais il y a des gens comme moi, Sonia, dit-elle, après 30 ans de prostitution en vitrine à Bruxelles, qui dit, si je devais changer quelque chose dans ma vie, je changerais sûrement ma voiture, peut-être mon mec, peut-être ma maison, mais je ne changerais pas mon métier parce que j'ai adoré faire ça. Ça m'a permis de vivre une vie de rencontres humaines et de
d'aventures palpitantes et passionnantes. Ça m'a donné accès à des dimensions de l'être humain que nul autre ne peut connaître que quelqu'un qui vit du travail du sexe. Donc, du coup, je me suis dit, ah ouais, j'étais un peu bloqué, j'avais un peu des œillères, maintenant je peux les enlever et puis comprendre qu'effectivement, et Sonia me disait, tu vois, tu fais la même erreur que la plupart des gens. Si tu penses prostitution, tu te projettes toi en train de te prostituer et tu dis, ah mais je pourrais jamais faire ça, c'est pas possible, c'est pas mon truc. Il faut pas faire ça. Il faut juste se dire qu'il y a des gens pour qui c'est génial. Il y a des gens pour qui c'est parfait. Et du coup, maintenant, je peux dire à quelqu'un comme Nancy Houston, qui entre nous soit dit, mais vous irez pas le lui répéter, elle a un peu de la peine à entendre. J'ai dit, imagine une société dans laquelle il n'y aurait plus aucune discrimination, aucune inégalité, aucune injustice sociale, et qu'il n'y aurait plus de misère sexuelle, et que du coup, la prostitution ne répondrait plus à ce à quoi elle répond depuis des milliers d'années. Eh ben, même dans cette société idéale et parfaite, moi, je pense qu'il y a des gens qui diraient « Ah, mais moi, c'est ça que j'ai envie de faire ». Et j'ai rencontré dans mon parcours, grâce à Griselidis, notamment une jeune femme à Paris, il y a pas mal d'années, qui m'a dit ben moi, j'ai été élevé dans un milieu bourgeois, chiant, catho, conservateur, et j'ai eu qu'une envie, ça a été d'explorer mon corps, ma vie, ma sexualité avec le maximum de liberté. Donc, je suis devenue danseuse nue au Crazy Horse. Et puis après, j'ai essayé la prostitution et j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucune histoire de victimisation ou de fragilisation dans ma vie. Si je peux compléter peut-être, je pense que c'est aussi des exemples très individuels aussi et des parcours vraiment personnels. Chaque personne le vit très différemment, évidemment. On parlait de féminisme, il y a un mouvement qui s'appelle le féminisme pute, et notamment un ouvrage qui a écrit par Thelma L, qui écrivait des blogs sur le site de Libération. La lanterne rouge, ma lumière rouge, pardon. Et ce qu'elle dit, c'est vraiment que ça soit génial ou pas, c'est pas tellement le problème. Donc, je peux détester mon travail, comme plein de gens détestent leur travail, mais ça n'empêche pas que j'ai le droit de le faire et que j'ai le droit de revendiquer que j'aime pas mon travail. Et je pense que c'est ça qui est important, en tout cas dans les luttes et en tout cas dans ce qu'on porte à Aspasie, c'est que la prostitution, le travail du sexe, est un travail et qu'on a le droit de pas aimer son travail, mais on doit avoir des bonnes conditions pour l'exercer. Et une des choses très, très pesantes encore aujourd'hui, c'est le stigma, c'est ce que les gens pensent, c'est ce que tu disais justement, tous les a priori, qui ont en fait des effets vraiment très problématiques et concrets sur la vie des personnes et qui les empêchent à avoir des baux, par exemple, des fois des problèmes pour les permis, ça peut être des problèmes pour la garde des enfants. Enfin, je veux dire, ça a vraiment des vraies conséquences, en fait, ce stigma qui paraît un peu comme ça dans l'air, mais qui, en fait, est très, très grave et même peut mettre les personnes en danger selon les situations. Le harcèlement aussi, le cyberharcèlement notamment, les insultes, etc. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou souhaitez réagir, vous levez la main. Alors, tiens, je te passe... Vous pouvez passer le micro derrière. Attends juste une seconde avant de commencer. Tu peux t'asseoir seulement. Alors. Non, il faut juste parler près du... Merci. Igor, j'oublierai jamais la cérémonie au cimetière du Petit Saconnet. J'ai vécu un instant où tu jouais de la guitare, ta compagne chantait, et après le clou, la cerise sur le gâteau a été la bouteille de Jéroboam que tu as débouché et qu'on a bu. Et je crois que tu avais fait le commentaire suivant, que les croque-morts n'avaient jamais vu ça dans un cimetière. Et c'était après ton intervention où tu avais parlé que Griselidis voulait qu'on fasse la fête. Et ça, j'oublierai jamais. Et effectivement, après, quand j'ai su, la première chose que j'ai su, c'est que je pouvais plus vraiment agir parce que j'étais plus en politique. Mais effectivement, je trouvais normal qu'elle atterrisse effectivement après au cimetière des Rois. Et quand j'ai vu que ça s'était bloqué, j'étais trop heureuse. En tout cas, merci pour ce que tu nous as apporté parce que ça, jamais j'oublierai. Puis après, les discussions aussi il y avait des prostituées, je crois, qui étaient venues de Paris aussi, qui étaient là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et merci. ta maman, je la connaissais parce que je bossais aux soins à domicile et des fois, elle débarquait et d'autres et les filles d'Aspasie venaient. Vraiment, j'oublierai jamais, quoi. Voilà, merci.
Merci pour ce témoignage. Super. Merci. Voilà, n'hésitez pas tout au fil, vous levez juste la main, pas besoin d'attendre que je vous propose. Je vous invite à prendre parole, levez la petite main et puis on continue. Donc moi ce que j'entends dans vos réactions, c'est qu'en fait, notamment à travers le combat et puis les œuvres de Griselidis, il y a tout ce travail de démystification du travail des prostituées, des travailleuses et travailleurs du sexe, de ce qui est aussi trait aussi aux préjugés, aux problèmes que ces personnes ont et ont eu. Et vous avez l'impression, même si de nouveau c'est très difficile à évaluer, mais que ça fait un petit peu évoluer les lignes dans toutes ces années. Oui, il y a Jean de Sigler au moment de l'enterrement de Griselidis au roi, qui a témoigné dans un documentaire fait par une Catalane, Harmonia Carmona, qui s'appelle Muerte de una puta, mort d'une putain. Jean de Sigler dit quelque chose du genre Griselidis a réussi à faire changer certaines choses dans la conscience collective. Donc ça, c'est un bel hommage qu'on peut lui rendre, et je suis convaincu que comme beaucoup d'autres grandes problématiques de société, le fait que des personnes mettent toute leur énergie pendant des décennies à essayer de faire bouger les lignes, ça finit quand même par faire son petit effet. Alors, ça prend du temps. Il y a des contre-pouvoirs. Ce qui me vient là, c'est de me dire, en fait, Griselidis ne se prostituait pas pour s'enrichir économiquement. Elle n'a jamais eu l'ambition de se dire « je vais me mettre plein de fric dans les poches et puis après je vais me faire une vie de retraite dorée ». La preuve, c'est qu'elle faisait des prix à la tête du client. Donc quand elle avait un travailleur immigré d'origine méditerranéenne ou orientale qui venait la voir et puis qu'elle voyait bien que c'était un ouvrier immigré qui n'avait pas beaucoup de fric, elle lui disait ça, c'est 50 francs. Puis si c'est un bourgeois genevois bourré aux as, c'est 200 balles. Alors on peut discuter si c'est correct ou pas, mais l'important c'est de voir que Griselidis, de plus en plus, comme moi je l'ai perçu, se prostituait dans une forme d'humanisme social parce qu'elle voulait répondre à des souffrances et à des misères sexuelles chez les clients qui sont, comme on le sait, en majorité masculins. Tu me reprends si je dis des bêtises. Et du coup, elle a réussi en tout cas à me faire changer, moi, d'avis sur un certain nombre de choses. Et je n'étais pas un client facile, si j'ose m'exprimer ainsi. Et puis, je pense que je ne suis pas le seul. Elle a réussi à faire bouger un certain nombre de choses. Et la prostitution, aujourd'hui, reste encore peut-être un des derniers sujets épineux et tabous dans notre culture qu'on peut critiquer, on peut même dire qu'elle est en train de se casser gentiment la gueule, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, tout espoir n'est pas perdu. Je vais juste citer 2 ou 3 citations de philosophes que j'ai trouvées dans les lettres de Griselidis qu'elle écrivait à Pierre, Paul, Jacques et Jean. Nietzsche déclare, lui, que tout mépris de la vie sexuelle, tout opprobre jeté sur elle par le terme impur, est un crime contre la vie. Michel Foucault, le sexe est au corps social ce que le travail est au corps économique. Et Georges Bataille, dans l'érotisme, l'essence de l'érotisme est donnée dans l'association inextricable du plaisir sexuel et de l'interdit. Jamais humainement l'interdit n'apparaît sans la révélation de l'interdit. Et il cite aussi le caractère de transgression, le caractère de péché. Et là, Griselidis, dans sa lettre, dit « Ce péché, c'est le moment qu'on lui casse la gueule, qu'on lui arrache la cuirasse et qu'on le foute à poil. Qu'il resplendisse enfin comme le double soleil d'or et de velours noir au ciel de notre amour. » Rien que ça. Tu veux rajouter, Jeanne? Oui, peut-être je donne juste un exemple d'une chose très concrète que Griselidis et ses collègues ont réussi à changer quand elles ont créé l'association Aspasie en 82. La grande bataille et ce qui a créé l'association, c'était l'obtention du certificat de bonne vie et mœurs pour les travailleuses du sexe, puisqu'elles elles ne pouvaient pas l'avoir et du coup, évidemment, comme vous le savez, ça compliquait l'obtention d'un appartement ou d'autres choses. À quoi servait ce certificat? Donc voilà, c'était la première grande victoire et la fondation d'Aspasie qui a été faite là-dessus.
Je voulais aussi dire que j'ai l'impression que les choses ont évolué dans le sens où il y a beaucoup plus de travailleurs, travailleuses du sexe qui prennent la parole et qui peuvent aussi s'exprimer sur leur vécu, sur les réseaux sociaux, par exemple. Et je profite pour vous présenter ce petit ouvrage qui est né dans les ateliers d'écriture d'Aspasie et qui, grâce au collectif occasionnel et à la librairie La Dispersion, a vu le jour en ouvrage et qui raconte l'histoire de la Diabla, qui est travailleuse du sexe à Genève. C'est un ouvrage bilingue espagnol dans la langue dans laquelle elle l'a écrit et français. Et voilà, ça donne un aperçu très, très, disons, saillant et vraiment de ce qui se passe aujourd'hui pour elle. Encore une fois, c'est un point de vue individuel. Mais pour revenir à ta question de la réception, je pense que voilà, c'est toujours, enfin, le témoignage, c'est évidemment une porte d'entrée merveilleuse pour connaître des réalités, et c'est le cadeau de la littérature, évidemment, que ce soit des travailleuses du sexe qui écrivent ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Absolument. D'ailleurs, les livres, comme j'ai dit au début, vous les retrouvez en fin de Café Philo, si vous voulez les feuilleter, voire les acheter. Il y en a quelques-uns à disposition. Et puis peut-être pour revenir sur ce que vous disiez, en effet, moi j'ai aussi lu de Griselidis qui disait qui voyait la prostitution comme un acte révolutionnaire qui était là pour soulager la misère humaine, une façon de contester contre l'hypocrisie sociale. Peut-être en montrant certaines choses. J'imagine aussi l'hypocrisie sociale derrière là, et cette idée que peut-être beaucoup de personnes qui fréquentaient aussi les prostituées le cachaient et puis allaient critiquer ces mêmes personnes qui allaient critiquer la prostitution en disant que c'était pas bien, etc. C'était peut-être aussi un petit peu ça l'idée, j'imagine. Bon, il y a la fameuse anecdote de l'abbé Pierre que je vais me faire un plaisir de vous rappeler. Griselidis se retrouve invité par De Chavannes à Ciel-Montmardi sur la télévision française avec Claude Chabrol, Laure Adler et puis une ministre de l'égalité des droits du gouvernement français. Puis à un moment donné, dans les diverses interventions, elle dit « Bon, il y a un truc qu'il faut que je dise aujourd'hui, j'en ai jamais parlé, mais je peux plus me taire, je dois le dire, voilà. » Il y a dans cette société des gens revêtus d'une grande dignité que tout le monde admire et que tout le monde trouve formidable. Et je trouve inacceptable que ces gens soient d'une certaine manière portés au nu, au panthéon social, et d'un autre côté, dans un aspect caché, ces mêmes personnes ont besoin de nous, les travailleuses du sexe, et viennent nous trouver en cachette pour soulager un peu leur frustration. Donc j'étais un jour, dit-elle, dans un petit bordel clandestin près de Genève, et la patronne me dit « Venez voir par le trou de la serrure qui c'est qui attend son tour ». Et il y avait là un homme, justement un de ces personnages revêtus d'une grande dignité, et je ne peux plus me taire. Puis Griselidis, avec son sens de la dramaturgie, elle fait mousser, elle fait poireauter, puis tout le monde est là, De Chavannes qui ouvre des yeux comme ça, mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Oui, effectivement, ben voyez, cet homme-là qui attendait son tour, c'était un abbé, c'était l'abbé Pierre. Et là, De Chavannes devient vert, se décompose sur place en se disant « Mon Dieu, dans quelle merde on est ?» Et puis à partir de là, ben voilà, l'abbé Pierre n'a pas souhaité commenter. L'évêché de Paris a déposé plainte qu'ils ont retirée très rapidement parce qu'une fois qu'ils ont pris quelques renseignements, ils ont vu qu'ils n'avaient peut-être pas intérêt à aller au pénal parce que c'était vrai. Et l'abbé Pierre, juste avant de mourir, dans ses mémoires, a confessé qu'il avait fait quelquefois appel au service de prostituées. Donc voilà, cette manière de vouloir faire bouger les représentations collectives sur qu'est-ce que c'est que la sexualité des hommes, des femmes, les échanges économico-sociaux et sexuels dans le corps social, Griselidis, elle a fait un boulot absolument fantastique. Alors, dernière petite anecdote, puis j'aimerais bien avoir des questions, si jamais, ça serait cool. L'appel est lancé, hein. Dernière anecdote, chaque fois qu'on allait voir Griselidis, nous, ses enfants ou ses proches, on repartait avec des piles de photocopies comme ça, que pour finir, on n'avait même plus la force de lire. Je disais à mes frères, à ma sœur, tu fais quoi, toi, avec toutes les photocopies de militantisme qu'elle t'a données? On m'a dit, mais j'ai pas le courage de lire tout ça, ça passe directement en classement vertical. Alors on n'osait pas le lui dire parce qu'elle nous aurait griffé, mais voilà, elle a fini par donner tout, et tout, plus que tout. Ouais, j'ai encore 2 anecdotes, après j'arrête.
elle a fait un dernier baroud d'honneur à Paris quand les éditions Verticales ont réédité Le Noir est une couleur et la passe imaginaire. Elle était au cancer terminal. Elle ne pouvait plus s'alimenter par voie normale, donc elle était alimentée par perfusion pendant la nuit avec une pompe à perf. Elle part à Paris avec un sac à dos, avec sa pompe à perf dans le sac à dos, en me disant « J'ai pas pris d'antidouleur malgré les souffrances épouvantables que le cancer généralisé me causait, parce que je veux avoir toute ma tête, ça va être mon dernier chant du cygne, mon baroud d'honneur. » Elle est donc allée à Paris, elle est restée quelques jours, elle a fait un certain nombre d'interviews, dont un superbe interview dans le bateau livre, avec notamment Frédéric Mitterrand sur le plateau. Et moi, je suis allé la chercher à la gare au retour du TGV de Paris et j'ai vu un espèce de cadavre ambulant qui arrivait comme ça. Et je me suis dit, cette femme est folle, quoi. Je veux dire, qui fait ça? C'est incroyable. Et puis, dernière anecdote, quand elle s'est retrouvée au CESCO, centre de soins palliatifs, où les gens savent qu'ils vont ressortir de là que dans une boîte en bois et les pieds devant, elle a gardé jusqu'à la fin toute l'énergie qu'elle pouvait pour donner des interviews, pour continuer à militer jusqu'à son dernier souffle. Et les gens du CESCO n'avaient jamais vu ça. Et maintenant, si vous avez des questions, ça serait super. Voilà, tu mets la pression, c'est bien. Qui est un peu déchant. Exactement. Alors... Oui, je vous remercie beaucoup pour cette rencontre et cet échange. J'avais une question sur le thème en fait, du festival, sur la rue, et le rapport de Griselidis Real à la rue, à la fois dans sa pratique comme prostituée, mais aussi dans ses créations. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a une manière spécifique à elle de parler de la rue? Et puis, je me disais aussi, parce qu'on parlait de philosophie, qu'il y aurait peut-être un courant philosophique à citer. C'est le courant des péripatéticiens, issus de l'école d'Aristote, en fait, qui devisait, qui réfléchissait dans la rue en marchant. Et puis c'est pour cette raison qu'on a ensuite parlé des péripatéticiennes. Voilà. Mais voilà, sur la question de la rue, est-ce que vous avez l'impression que c'est un objet important dans son travail, et enfin, à la fois dans son expérience personnelle et dans sa créativité? Merci. Moi, je peux vous rapporter ce qu'elle m'en a dit. Et puis, il y a dans le recueil de ses poèmes, dans Chair vive, il y a un poème qui s'appelle Rue, où c'est assez clair. Puis, il y a pas mal d'écrits où elle parle de ça. Ce qui me reste dans mon disque dur, c'est que, par exemple, elle pouvait dire les gens qui se prostituent pas dans la rue, ils ratent une part importante de cette activité, de ce que ça ouvre comme perspective. La prostitution de rue, dans sa pratique, dans son discours à elle, c'était peut-être la plus pénible, la plus dure. Et il y a des phrases de Griselidis où elle dit « Je marche seule dans la rue la nuit, il fait froid, il pleut, c'est pénible. » Et puis ma mère qui m'a fait tant de mal et qui est tombée enceinte avant le mariage et qu'on avait traité de putain à l'époque parce qu'elle venait d'une famille bourgeoise d'Yverdon, eh ben, Griselidis disait quand je marche dans la rue, c'est comme si je poussais ma mère devant moi en lui disant « Marche, marche, je fais la putain à ta place puisqu'on t'a traité de putain. » Donc oui, il y a quelque chose là par rapport à Griselidis. C'était quoi la deuxième partie de la question? C'était sur l'école péripatéticienne. Sur les péripatéticiens, oui. Alors moi, j'étudie la philosophie par goût et par amour depuis 14 ans. Et je n'ai pas beaucoup creusé dans Aristote. Mais c'est vrai que péripatéticien, l'étymologie, c'est vraiment le fait de se promener, de marcher. Alors je sais, comme vous l'avez dit, que dans l'école d'Aristote, il y avait une stratégie, il y avait une technique qui consistait à se dire que l'être humain réfléchit peut-être mieux, pense mieux en marchant qu'en étant assis dans un fauteuil trop confortable. Après, moi, ce que ça me fait venir, c'est que je m'intéresse à l'étymologie des mots et du coup, péripatéticienne, Griselidis, ce n'est pas un terme qu'elle utilisait volontiers. Prostituée, elle l'a un peu décortiqué en disant, voilà, se prostituer, c'est se montrer, c'est se mettre en avant, c'est se mettre dans une position où tout le monde vous voit, où on est un peu à nu.
Et puis elle aimait bien courtisane, elle aimait bien putain vers la fin en disant « Oui, nous sommes des millions de putains par le monde et nous avons une fonction sociale importante. » Voilà. Mais peut-être, justement, peut-être pour compléter sur cette histoire d'école péripatéticienne, l'idée c'est justement de ne pas mettre le corps complètement de côté. C'est pas l'esprit qui est d'un côté et le corps qui est dans l'autre. C'est l'esprit fonctionne mieux si le corps est en mouvement, est en action. Et puis c'est peut-être aussi ce qu'on retrouve dans la prostitution, cette idée que voilà, on est à la fois un corps et un esprit et que les deux choses sont pas séparées. Et puis que voilà, il faut pas faire fi de l'un au profit de l'autre, mais accepter les deux. Voilà. Je sais pas, c'est peut-être une lecture un peu particulière, mais ouais, mais t'as pas besoin de demander. Merci pour la question. Peut-être c'est vrai qu'on n'a pas précisé que Griselidis Réal donc se prostituait donc dans la rue. Enfin, elle faisait de la prostitution de rue. Il y a beaucoup d'autres manières de faire le travail du sexe. Elle travaillait au Paquis. À Genève, il y a aussi de la prostitution de rue sur le boulevard Helvétique, par exemple, où là, les personnes reçoivent plutôt des clients dans les voitures. Donc, enfin voilà, il y a toute une myriade aussi de choses, là, de travailler en salon, de travailler chez soi, etc. Donc, elle parle beaucoup dans ses écrits de la rue et de cette expérience-là, évidemment. Après, elle écrivait plutôt dans sa cuisine ou dans des cafés. Elle note très souvent là où elle écrit. Je profite de lire une citation qui fait écho à cette question. Dans la postface, donc dans la 2e édition du Noir est une couleur, en 89, elle écrit « La liberté n'a pas de prix, nous le savons, c'est notre force et notre espoir. À pas de louve, à pas de tigresse et d'oiseaux, nous marcherons sur la lune s'il le faut, nous gagnerons l'espace qui nous revient. » Donc là, évidemment, on parle d'espace de manière politique et métaphorique. Magnifique. On a commencé à parler en effet de ces luttes, de ces combats différents. Tu parlais tout à l'heure, Jeanne, du mouvement de féminisme pute. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire davantage et puis peut-être nous expliquer aussi dans quelle mesure il y a dans les différentes formes de militantisme, peut-être aussi et dans les différentes formes de féminisme, des points quand même de désaccord assez importants par rapport notamment à toutes ces questions de prostitution. On a parlé aussi tout à l'heure des questions d'autonomie, de dignité, et dans quelle mesure voilà, il y a ces points de tension qui existent. Tout à fait. Donc, il y a un courant dit plutôt de féministes abolitionnistes qui serait pour abolir la profession et qui voit les prostituées, on va dire, comme des victimes d'un système patriarcal, notamment. Il faut savoir que Griselidis était très au courant de ce qui se disait dans ces milieux-là. Elle était abonnée, elle a une carte de membre qui est dans nos archives de la Fédération abolitionniste. Donc, elle se tenait au courant des débats. Elle allait souvent à ces débats avec un petit panneau « Je ne suis pas une esclave ». Elle allait prendre la parole, par exemple. Donc ça, c'est un des courants qui est encore très en vigueur aujourd'hui et qui est dans les conversations. Et qui a aussi tout un courant sur la conversation autour de la pornographie et du corps des femmes. Il y a un autre courant d'où le féminisme pute est finalement disons qui a hérité de toutes ces réflexions. C'est dans les années 80 une anthropologue italienne qui s'appelle Paola Tabet qui a écrit un livre qui s'appelle La Grande Arnaque, dans lequel elle explique que les femmes, en général, ont beaucoup moins accès aux moyens de production et aux richesses, et que du coup, il y a tout un spectre de ce qu'elle appelle les échanges économico-sexuels. Et elle place notamment le mariage, dans certains cas, comme aussi une sorte d'échange économico-sexuel pour avoir accès à un statut social, pour avoir accès à de l'argent dans certains cas. Donc voilà, elle propose tout un spectre dont la prostitution ferait partie de ces échanges économico-sexuels. Et à cela, une autre sociologue a vraiment repris cette idée. Donc Gail Fetterson parle du stigmate de la putain. Et elle voit vraiment le droit des prostituées comme vraiment entièrement lié à la vie et au parcours de toutes les femmes, puisqu'elle dit qu'en fait les femmes sont séparées en deux catégories, les femmes dites honorables et les autres, et qu'en fait elles sont constamment comme un fouet rappelées à l'idée de ne pas tomber dans le stigmate de la putain et de ne pas se comporter comme une pute. Et du coup il y a une force comme ça qui est une menace intrinsèque à toute la vie des femmes de rester dans la catégorie des femmes honorables, et que cette menace a énormément de conséquences sur les choix des femmes en l'occurrence. Donc voilà, c'est tout ce courant de réflexion sur le féminisme de manière plus générale et le lien à la prostitution est très très important également. C'est cette fameuse distinction entre la mère et la putain, soit mère, soit putain, donc la femme honorable, soit la discutable.
Voilà, tout à fait. Et on peut aussi continuer avec l'idée que l'expression fils de pute, pourquoi c'est tellement une insulte, c'est qu'en fait on ne peut pas retrouver la filiation du père. Ça, c'est Thierry Schaffhauser qui le dit dans Les luttes des putes, et que c'est ça qu'on punit dans cette insulte-là, par exemple. Justement, par rapport à toutes ces questions de militantisme, moi je profite de rebondir. Tu parlais tout à l'heure de Kant. Bon, c'est vrai que Kant était un peu très, je sais pas, c'est peut-être un peu fort et un peu psychorigide sur certains sujets, notamment sur la prostitution. Et c'est vrai qu'en tout cas dans ses écrits, il considérait que la prostitution n'était pas acceptable, moralement acceptable, parce que c'était traiter quelqu'un d'autre uniquement comme un moyen et pas comme une fin en soi. En d'autres termes, comme un objet et pas comme une personne digne d'autonomie, avec une dignité propre. Je sais pas, puisque tu as ouvert la porte, est-ce que tu veux réagir à ça? Il y aurait plein de choses à dire là-dessus, notamment le fait que, comme le disait Griselidis, la plupart des doctes personnages qui prennent la parole sur le sujet ne savent pas de quoi ils causent. Ils ont que des représentations qu'ils projettent sur un monde dont ils ignorent le fonctionnement réel. Donc là où Kant a tout faux, et il n'est pas le seul, c'est que d'un point de vue masculin, patriarcal, macho, tout ce qu'on voudra comme épithète vulgaire qu'on peut appliquer à cette manière d'exister en tant que mâle, eh ben, on peut fantasmer la prostitution comme un rapport entre deux êtres humains où il y aura toujours une victime. Et Griselidis a passé des décennies à dire « c'est des conneries ». Dans la réalité du terrain, il y a des prostituées, des travailleuses, des travailleurs du sexe qui sont victimes de quelque chose et qui vivent leur activité à travers cette position victimaire. Mais c'est peut-être une minorité, alors qu'on essaye tout le temps de nous faire croire que c'est l'immense majorité, que toutes les travailleuses du sexe, notamment féminines, sont des femmes perdues, détruites, abîmées, violées, abusées dans l'enfance. C'est pas vrai. Et même si c'était vrai, ça n'empêche pas qu'à un moment donné, l'être humain se saisit, et moi j'ai vécu ça dans ma propre vie, de ce qui a pu lui arriver de bien ou de mal, pour en faire finalement un sens, pour donner du sens à son existence. Et quelqu'un comme Griselidis, et elles sont pleines comme elle, sont des preuves vivantes que dans une passe, contrairement au fantasme de M. Kant, il n'y a pas obligatoirement quelqu'un qui est traité comme un objet. Et souvent, ce que disent les gens comme Sonia et Griselidis, c'est quand même souvent des clients masculins qui viennent la queue entre les jambes, comme disait Griselidis, et qui demandent un moment de tendresse, un moment de non-jugement, un moment de compréhension auprès d'une femme travailleuse du sexe qui est en position de pouvoir absolu dans l'échange qui va avoir lieu, et que c'est le client qui serait plutôt susceptible d'être traité comme un objet et pas la prostituée. Position de pouvoir, donc n'hésitez pas, hein, position de pouvoir, mais en même temps il y a aussi une certaine fragilité. Moi j'ai aussi lu récemment des propos, enfin c'est vrai quand on imagine l'évolution de la prostitution, on parlait tout à l'heure de la rue, mais l'évolution de la prostitution qui notamment par l'essor d'Internet se passe de plus en plus par des interfaces numériques. Et c'est vrai que je lisais les propos de cette prostituée qui disait, c'est vrai qu'à l'époque encore, c'est encore le cas aujourd'hui, mais quand tout passe par la rue, c'est vrai que c'est des gens qu'on voit qui sont du quartier, qu'on peut reconnaître, qui laissent aussi une trace de par le passage. Et aujourd'hui, le passage à ces espaces numériques fait que, d'après cette personne, ça fragilise encore un petit peu plus en fait ces prostituées parce que on est un peu plus dans l'anonymat. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, Jeanne, c'est d'ailleurs, je peux pas citer, c'est les propos d'une travailleuse du sexe aussi militante, Cybèle L'Espérance, je crois, qui parlait justement de l'évolution de ces technologies, notamment sur son travail. Tout à fait. Cybèle est vraiment une experte du sujet, donc j'imagine qu'elle a tout à fait raison. De ce que j'ai pu voir, il y a vraiment aussi évidemment des difficultés dans chaque type de prostitution et des dangers avec chaque évolution aussi, on a des choses, des enjeux et des contraintes particulières qui se passent
aussi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'évidemment, plus les conditions de travail sont bonnes et plus les droits sont acquis, plus on peut aussi aller se plaindre, notamment à la police, à l'État, faire recours parce que le client ne nous a pas payé, etc. etc. Donc c'est l'idée d'avoir le plus d'outils et le plus de droits possible pour ce genre de contraintes. Oui, alors, non, mais utilisez quand même le micro, même si vous avez une voix qui porte, en effet. Comme ça, on a une voix qui porte aussi sur les ondes. D'accord. Bonjour à tous. J'ai une question parce que ça fait un bon moment que ça m'a interpellé le fait qu'il y a eu une énorme discussion pour que Madame Réal soit au cimetière des Rois. J'ai trouvé vraiment très intéressant le fait qu'on puisse arriver à ça dans une société en Europe. Mais par rapport à tout ce que vous parlez et les travaux de Madame Réal, j'aimerais savoir, probablement monsieur qui l'a connu mieux, c'est qu'est-ce qu'on doit changer? Est-ce que c'est notre rapport à la prostitution, sachant qu'elle est nécessaire? Est-ce que c'est notre rapport à la sexualité, sachant que c'est un besoin primaire? Ou c'est notre rapport à la religion, sachant que c'est la religion qui a créé tous ces changements, tous ces tracas pour avoir des rapports humains qui soient plus souples, plus ouverts, sachant aussi que la religion joue un rôle parfois important pour beaucoup de personnes. Donc j'aimerais mieux comprendre quelle est la conclusion, à quelle conclusion on devait arriver si on doit faire des analyses des travaux de tout ce qu'a fait Madame Réal. Mon Dieu, ça ouvre un débat, on pourrait y passer des mois. Pour essayer de répondre pas trop longuement, je pense que ce que Griselidis disait souvent, il faut que les représentations dans la tête des gens évoluent. Donc il y a un travail socio-culturel à faire. Les gens doivent arriver à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la sexualité humaine et comment elle fonctionne. Et déjà en posant la question, comment ça se fait que la prostitution existe depuis des milliers d'années et n'a pas l'air prête à disparaître? C'est qu'elle répond à des besoins, c'est il se passe quelque chose au niveau du rapport entre l'être humain et sa sexualité et la religion et la morale. Il y a des bonnes questions à poser et il faut que les représentations évoluent. Donc si on prend... si je reviens sur la citation de Georges Bataille, l'association inextricable du plaisir sexuel et de l'interdit, on peut voir qu'on grandit dans une culture et qu'on subit un conditionnement depuis tout petit qui nous dit, en gros, voilà, être un être humain, c'est ça, être un homme, c'est ça, être une femme, c'est ça, être quelqu'un de bien, c'est ça, être quelqu'un de pas bien, c'est ça, etc., etc. Donc les gens comme Griselidis vivent des destins, des parcours complexes et disent il faut remettre en question ce conditionnement et ces représentations. Donc Griselidis, par exemple, disait « Moi, je ne fais pas l'apologie du travail du sexe en disant que c'est le truc le plus super et que je voudrais que ma fille fasse ça parce que c'est comme ça qu'elle sera heureuse. » Elle avait une vision nettement plus critique et contrastée. Donc, de mon point de vue maintenant, là je peux répondre en tant que vieillard passionné de philosophie qui s'est posé beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est que l'éthique, la morale et les lois et les normes sociales. Nous les êtres humains, on a ce qu'un ami philosophe du Québec dit, on a une distance au réel qui nous permet de créer des systèmes de valeurs. Donc on va attribuer des valeurs positives ou négatives à telle ou telle chose. Et les représentations qu'on se construit dans une culture et dans une société sur qu'est-ce que c'est que la sexualité, pourquoi il y a de la prostitution, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, qu'est-ce que la religion, est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il n'y en a pas, etc. Chacun se construit sa propre éthique, consciemment ou inconsciemment. Donc, si je prends maintenant un exemple choquant, parce que Griselidis aimait bien choquer et provoquer, donc je suis l'héritier de ces stratégies, l'éthique du pédophile, dans la construction du système de valeurs du pédophile, qui est un être humain qui souffre très probablement d'une forme de maladie psychique, violer un enfant, c'est bien, puisque ça lui apporte de la satisfaction et que ça le soulage d'une souffrance qu'il ne sait pas comment traiter différemment.
Donc, dans l'éthique du pédophile, abuser d'un enfant, c'est bien. Donc, dans sa morale, il va attribuer la notation positive au fait de pouvoir se satisfaire sexuellement avec un enfant. Et puis, s'il était appelé un jour à construire des normes sociales et un code pénal, il dirait que, de son point de vue, eh bien, on doit même, sans hésiter, se servir d'enfants pour assouvir ses frustrations sexuelles. Maintenant, le pédophile, aujourd'hui, dans la société, et à juste titre, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, il est considéré comme quelqu'un de malade et quelqu'un qui répand autour de lui beaucoup plus de souffrances et de difficultés qu'il n'en résout dans sa propre conjecture. Donc, les sociétés, à partir du moment où les êtres humains vivent ne serait-ce qu'à 2 ou à 3, on est obligé d'arriver à se donner des normes sociales, on est obligé de construire cette fusée à 3 étages, le premier étage étant l'éthique, le système de valeurs, le deuxième étant la morale qui va nous permettre de distinguer entre le permis et l'interdit, entre le bien et le mal plutôt, et puis le troisième étage étant les normes sociales et les lois qui permettent de distinguer ce qui est permis de ce qui est interdit. Donc la pédophilie est interdite, et à juste titre, parce qu'à un moment donné, dans une société, dans une culture quelle qu'elle soit, il faut bien se donner ce qu'on appelle en philosophie l'accord intersubjectif, vous me reprenez si je dis des bêtises, ouais. Et qui fait qu'à un moment donné, on va se mettre d'accord sur que l'être humain ne peut pas, pour satisfaire son égoïsme, ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe qui autour de lui. Donc on peut réétudier tout le phénomène, travail du sexe, prostitution, morale, sexualité de l'être humain avec ces lunettes-là. Et ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc on n'a pas le temps ce matin de faire ça. Je ne sais pas si j'ai commencé à répondre un peu à votre question, mais j'ai essayé en tout cas. Moralement, on a besoin d'un soutien qui vient de l'extérieur et qui on dit voilà, je crois en Dieu, ça m'aide, c'est aussi d'un besoin. Mais est-ce que la religion a le droit, bon, ça c'est notre débat long, mais est-ce que je dois accepter que la religion me dise c'est mauvais d'aller chez une prostituée si à un moment donné mon corps me demande d'aller chez une prostituée? Donc l'idée d'analyser, parce que j'ai trouvé vraiment énorme le travail qu'a fait Madame Réal, et la preuve c'est que si elle est au cimetière, il y a eu tellement de disputes, c'est parce qu'effectivement elle a fait quelque chose de valeur et que je ne pense pas que c'est exclusivement coucher avec quelqu'un, mais montrer qu'on a besoin d'échanger notre manière de raisonner, de penser et d'agir face à la société. On ne va pas pouvoir trancher la question ce matin, mais je pense que Griselidis, je la rejoins, pas parce que c'était ma maman, mais parce qu'en tant qu'être humain pensant et réfléchissant, je suis d'accord avec elle. Il y a un regard critique à porter sur la tradition religieuse dans laquelle nous avons été conditionnés ici. Et elle a fait ce travail parce que la vie l'a propulsée dans des positions où elle ne pouvait pas faire autrement que de remettre en question beaucoup de choses. Et moi aussi, et beaucoup d'entre nous, je pense, pourraient dire la même chose. À un moment donné, on est amené à remettre en question la morale collective qui conditionne l'être humain au travers de son enfance et de son adolescence, et donc aussi son rapport à son corps et à sa sexualité. Et dans cette remise en question, l'idée même de péché, et je vais m'arrêter avec ça parce que sinon on en a pour des mois, le concept même de péché qui a été appliqué à la sexualité, comme disait Nietzsche,
C'est un crime contre la vie de dire que la sexualité c'est quelque chose d'impur ou de sale. C'est un crime contre l'être humain de dire qu'on ne devrait rien avoir entre les jambes. C'est pas possible, on ne serait pas là, personne ne serait là sans ça. Donc la notion de péché, on peut la remettre en question et se dire, s'il y a un Dieu, quoi que ce soit, quel qu'il soit ou qu'elle soit, eh ben, le péché, c'est tout ce qui éloigne l'être humain de ce mystère à l'origine de tout, de ce divin. Et j'ai trouvé ça dans les philosophies orientales des Védas et du Tao et du Zen, qui sont peut-être plus sages que la tradition dans laquelle on est conditionné ici en Occident, qui nous dit qu'il y a quelque chose de pas bien avec le sexe et la sexualité. Voilà. Alors, on profite des dernières questions parce qu'on touche gentiment à la fin. Alors, ça se fait, la fin, ça se fait sur fond de Corps des Alpes. En l'occurrence, c'est les 130 ans du phare. Et, une petite cérémonie pour les 130 ans du phare qui, je ne savais pas, tombe en même temps malheureusement pour nous. Malheureusement, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça ne vous empêche pas d'écouter les propos de nos deux invités. Exactement au fond à droite et au fond à gauche. On y arrivera tous. J'espère. Moi, j'avais une question sur l'entrée dans le travail du sexe. Est-ce que, là, ça m'avait l'air d'être circonstanciel de la vie, et je voulais que vous me parliez peut-être de la notion d'autodétermination de l'entrée dans le travail du sexe. Oui. Donc, encore une fois, en Suisse, c'est vraiment évidemment assez différent étant donné que c'est légal. Il faut savoir que c'est fédéral. Enfin, le fédéralisme fait que dans chaque canton, c'est différent. À Genève, si on souhaite exercer le travail du sexe, il faut suivre une séance d'information à Aspasie qui donne les droits et les devoirs, des conseils, etc., qui est donné chaque jour par mes collègues. Donc ça, c'est une obligation pour pouvoir s'inscrire ensuite à la brigade, la police, pour avoir un droit d'exercer. Et ensuite, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'évidemment, c'est aussi des choix et que toutes les personnes le font dans des conditions très différentes et dans des parcours de vie extrêmement différents. Donc il y a des gens qui affirment très fièrement « je suis travailleuse du sexe », comme c'est le cas ici par exemple, ou dans plein d'autres récits, et pour d'autres personnes, c'est pas le cas non plus, et ces récits existent aussi. Et le but c'est d'être là pour toutes les situations, aussi pour les gens qui souhaitent sortir de cette profession, mais qui auraient le droit de valoriser ces compétences notamment. Bien sûr, il y a de nombreuses personnes qui sont qui ont vraiment complètement choisi cette profession pour des questions d'horaire, pour des questions de plein de facteurs, comme on pourrait choisir d'autres. C'est difficile, ouais. Donc la question, au cas où pour Internet, c'est savoir s'il y a des statistiques qui existent, en effet, sur les questions de est-ce que c'est un métier qui est autodéterminé, auto-choisi, voilà, je pense. À ma connaissance, il n'y a pas d'études scientifiques sérieuses possibles, puisque c'est un milieu qui est difficile d'accès, où les gens ne parlent pas volontiers. Donc les gens qui ont des tentatives d'essayer de faire des statistiques sur le nombre, qui est client, qui se prostitue, pourquoi, comment, on n'a pas de données statistiques fiables à ce jour, à ma connaissance. Tout à fait. C'est juste. Après, l'histoire de l'autodétermination chez l'être humain, je reviendrai sur ce que je disais avant. Le fait d'être capable de remettre en question le conditionnement dans lequel on a grandi
et y est pour une bonne part. Donc j'encourage tout le monde à pratiquer la remise en question du conditionnement. Et puis aussi dire que voilà, il y a tellement une variété de parcours, on l'a dit, mais aussi, si on parle travail du sexe, on parle pornographie, striptease, téléphone rose, prostitution de rue, salon, c'est tellement large aussi qu'évidemment c'est très très différent selon les personnes, mais aussi certaines personnes le font à côté d'un autre job, le font une année, peut-être pendant des études, et puis ensuite arrêtent pendant 10 ans et reprennent. Je veux dire, c'est aussi des parcours pas forcément linéaires d'aller pointer pendant 30 ans au même boulot. Il y avait une question quelque part au fond à droite. Ouais, je mets le micro, c'est bon. Ah pardon, on m'entend? Ok. Donc bonjour, merci Igor notamment pour vos anecdotes sur votre maman. Je me demandais si donc dans votre rapport qui a sans doute évolué à votre maman, vous avez utilisé un euphémisme en disant que ça n'a pas toujours été facile d'avoir une mère comme Griselidis. Je voulais savoir si vous pouviez nous donner un exemple d'un moment, peut-être dans votre adolescence ou peut-être encore plus tôt, si c'est pas indiscret bien sûr, de quelque chose de vraiment difficile d'avoir une mère comme elle. Et à l'inverse, vous avez employé en début de conférence le terme de fierté d'avoir une mère comme elle. Et qu'est-ce qui a fait que dans votre évolution d'homme, peut-être père, je sais pas, qu'un jour, vous vous êtes dit, tiens, je suis fier d'elle. Voilà, si on peut avoir quelque chose de peut-être plus privé. Oui, c'est une vraie bonne question à laquelle je peux répondre. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Alors, si je prends mon propre parcours, premièrement, j'ai été séparé de Griselidis à l'âge de 6 mois et elle n'a jamais pu me récupérer parce que mon père et elle se sont séparés quand j'avais 6 mois. C'était un couple dysfonctionnel, c'était très compliqué, ça n'allait pas du tout. Donc, elle m'a confié à ses beaux-parents, mes grands-parents maternels, qui, voyant que Griselidis pétait les plombs, était fragile à ce moment-là de sa vie, elle avait 23 ans quand je suis né, elle leur a elle-même demandé « Est-ce que vous pouvez me garder mon bébé encore quelque temps parce qu'il faut que j'aille voir un psychiatre, un psychanalyste, ça ne va pas du tout, l'échec de mon couple et de mon mariage me perturbe. » Et puis au bout d'une année, quand elle a voulu me reprendre, mes grands-parents, avec une certaine sagesse, se sont dit « Ce bébé a failli mourir, donc moi j'ai souffert toute ma vie d'un trouble abandonnique qui a failli me tuer à l'âge de 6 mois. » Moi, je ne vais pas m'étaler trop longuement sur mon parcours, mais vous voyez, ça commence déjà, ça part complètement en travers. On me prive de ma mère, on prive ma mère de son fils pendant des années parce que dans la morale de mes grands-parents paternels, qui n'étaient pas des mauvaises personnes, mais qui étaient des gens du début du XXe siècle, avec les pensées et les idées qu'ils avaient, ils se sont dit, ce petit bébé fragile, si on le remet avec sa mère, ça va être la catastrophe. Et ils n'avaient pas tout tort quand je vois l'évolution de mes frères et sœurs qui ont été beaucoup plus en contact avec Griselidis. Si j'ai de temps en temps une critique à faire sur Griselidis, c'est de dire comme mère, il y avait mieux sur le marché que Griselidis. Mais c'est pas parce qu'elle était une mauvaise femme ou qu'elle aimait pas ses enfants. Elle nous adorait. Elle se serait tuée pour nous. D'ailleurs, elle l'a en partie fait. Mais elle n'avait pas les outils. Elle n'avait pas ce qu'il fallait dans sa construction à elle pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des compétences parentales. C'est pas pour rien que je suis devenu éducateur spécialisé et que j'ai travaillé 25 ans dans l'éducation. Bon. Donc, j'ai pu connaître ma mère seulement quand j'avais 15-16 ans et que j'ai pu passer la barrière des grands-parents en leur disant « Je veux savoir qui est ma mère, maintenant vous ne pouvez plus m'empêcher ». À partir de là, on est devenus des potes pour la vie parce que le lien mère-fils n'a pas pu avoir lieu. Il a été brisé et il n'a pas pu être rattrapé par la suite. Ouais. Et du coup, au début que je retrouve Griselidis, elle a tout de suite un impact énorme sur ma vie et je me mets complètement avec elle de son côté. Donc là, le fait qu'elle se prostitue, moi, ça ne me pose aucun problème. À la limite, je ne sais même pas ce que c'est. Je m'en fous. J'ai retrouvé ma mère, je suis content. Et puis, elle avait peur que je la juge ou que je la rejette. Donc, je l'ai rassurée tout de suite en lui disant, peu importe le métier que tu fais, moi, je suis tellement content qu'on se soit retrouvés. Le reste, on s'en branle. Et à partir de là, moi, j'accède à l'âge adulte difficilement, adolescence compliquée, début dans l'âge adulte compliqué. À un moment donné, je décide que j'en ai marre d'être dans la révolution griselidienne, dans la marge, et que j'ai envie de
finalement me trouver un job parce que j'ai essayé d'être délinquant, d'être voleur, et puis je me suis dit que c'était quand même fatigant. C'était plus simple de respecter la loi finalement, mais ça m'est venu comme ça vers la fin de la vingtaine. Donc j'ai été délinquant jusqu'à 27 ans. Et à partir de là, si je rentre dans un moment donné où j'ai envie d'être moins marginal et de plus porter le stigmate de la putain et du fils de pute, eh ben, je mets un peu de distance avec Griselidis, mais très prudemment, sans la critiquer. Et puis, du coup, on a comme ça un peu des éclipses dans notre relation. Et à un moment donné, quand j'arrive à 40 ans, puis que je décide de devenir travailleur social, c'est le moment où j'ai émigré en Valais, et je me dis, les Valaisans, très cathos, très conservateurs, s'ils savent qui est ma mère, ils ne me laisseront pas devenir éducateur, ils ne me confieront pas leurs enfants. En quoi je me trompais peut-être, mais pas totalement. Donc là, je suis passé par une phase où j'ai carrément voulu cacher à tout le monde qui était ma mère, et j'en avais quasiment honte. C'était le contraire de la fierté. Mais ça a été juste une phase. Et puis le directeur de l'institution où j'ai fait ma formation en emploi comme éducateur, un jour m'a dit comme ça, un peu en chuchotant dans les couloirs, « On sait qui est votre mère, mais ça ne nous pose aucun problème, on a beaucoup d'admiration pour elle. » Et là, moi, j'ai commencé ça a fait clic, clic, clic. Puis là, il y a Mireille Dumas qui avait une émission qui s'appelait Ballet Masque, qui veut faire un ballet masque sur les enfants de prostituées. Je reçois des appels de la production à Paris qui me disent, voilà, on vous invite à venir sur le plateau de Ballet Masque. Moi, je leur dis, c'est quoi votre éthique? En quoi ils n'étaient pas contents. Et puis, finalement, je leur dis, écoutez, non, moi, je suis dans une phase où je ne veux pas venir témoigner. Bon, mais alors est-ce qu'on peut quand même utiliser une partie d'un documentaire qui a été fait sur votre maman dans laquelle vous témoignez de ce qu'elle vous a transmis comme héritage? J'ai dit, bon, ok. Et puis, dans l'institution où j'étais en train de faire mon diplôme en cours d'emploi, le lendemain matin du ballet masque, il y a des jeunes qui me disent, oh, t'as vu à la télé? J'ai dit, bon, vous êtes sympas les mecs, vous fermez vos gueules, ça reste entre nous. Oui, d'accord, pas de problème. Donc, à partir de là, il y a eu un long chemin d'évolution chez moi pour que j'arrive un jour à aller sur le plateau de toute une histoire de la rue sur « J'ai honte de mes parents » et que je puisse dire « J'ai eu, à un moment donné, honte parce que j'avais pas envie de porter, moi, le stigmate de la prostitution, d'être fouetté par le fouet de la pute et du fils de pute et des mauvais êtres humains, parce que c'est le regard social. Et une fois que j'ai pu dépasser ça, eh ben, de plus en plus, je me suis mis dans une position où j'ai pas besoin d'être 100% avec elle, mais j'ai pas